Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Tristan. Voilà, nous recevons aujourd'hui Marie Meunier-Polge. Mhm. Voilà, 65 ans, 2 enfants, un garçon et une fille. Ah, bah, vous en savez des choses. Déléguée régionale en charge de l'économie sociale et solidaire. Hein, Voilà. à la région Occitanie. Déléguée, ça veut dire quoi? Je suis conseillère, d'abord je suis conseillère régionale, ensuite je suis déléguée à l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà. Donc fille de mineur, originaire d'Alès, Sévenol, petite fille de mineur, non, excusez-moi. Fille aussi. Ouais. Oui, voilà, originaire d'Alès, Sévenol, Chamborigo, carrière dans le social. Mhm. Je fais direct. Hein. Écolo dans son idéologie, Ah oui. c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Exclu des Verts à l'époque de Pietrasanta sous Fraîche. Hein. C'est son Avec 3e les mandat. avec tout un tas Voilà. de personnes d'ailleurs. On était Je tous, sais, à l'époque où il y avait un peu des oukases, des recours. et des recours et des machins, et j'ai choisi de rester dans une majorité. On estimait avoir les moyens de travailler, de porter nos politiques à ce moment-là. Voilà, donc c'est son troisième mandat à l'économie sociale Oui. et solidaire. Avec un passage au transport. Ah, oui, il fallait le dire. 3 ans au transport. Au départ infirmière, maison de retraite, CCAS, directrice Cadre de santé, oui. de maison de retraite. Voilà, caractère, Sévenol, rigueur, constance, souci des autres, parole donnée. Voilà, défaut, j'en cherche, donc manque de disponibilité, un peu autoritaire. Hein? J'ai entendu dire que vous n'aimiez pas le jazz, alors que votre mari joue du jazz. Oh, ah bon. Non? Bon. Non, pas spécialement. Disons que, oui, mon mari aime le jazz passionnément. Peut-être moi, ça c'est à un moindre niveau, mais j'aime bien le jazz. Non, non. Bon, Entre la passion et aimer, il y a toujours... vous êtes PS, il n'y a aucune chance que vous passiez à l'ERM. Non. Présidente de l'association Prades-le-Lez Oui, Environnement. oui. Voilà, aime le cinéma, la lecture des journaux et le jardinage. Ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour le portrait? j'aime les balades, j'aime la nature, j'aime le monde aussi, j'aime la politique. Vaut mieux quand même. Bah ouais, c'est la chose publique, disons. Voilà. Les gens. Bon. Donc on va arrêter le portrait, on va partir sur la une du numéro 815 de la Glorieuse et on revient sur le polygone et le triangle de points, une rénovation contrariée. Mhm. Voilà, il s'en passe des choses Mhm. dans le centre, dans le cœur de Montpellier. On revient aussi sur la transition écologique et sur d'étranges privilèges qui subsistent à cette transition écologique, dont on parle beaucoup en ce moment, et les gilets jaunes que nous avons reçus la semaine dernière dans un article. Voilà, décidément, ils sont partout. Et ça, c'est le côté gilets jaunes vu par les politiques. Et ensuite, il y a le côté les gilets jaunes voient les politiques. Mhm. Voilà. Et on continue aussi la saga de notre éditeur montpelliérain, Bernard Grasset, l'éditeur qui a créé cette maison d'édition qui s'appelle La Maison Grasset. Voilà, donc Marie, question pour commencer. Est-ce que vous êtes lectrice de La Glorieuse? Oui. Est-ce que vous lisez régulièrement? Oui, je l'achète toutes les semaines. Bon, ben félicitations. Mais oui. Est-ce que vous êtes solidaire des Gilets jaunes? D'une certaine façon, oui. Oui. Expliquez-nous. Ouais, ben, c'est une révolte, hein. C'est une grosse révolte, une grave révolte aujourd'hui. Je pense que c'est un peu les territoires de notre pays qui ont été oubliés, qui se révoltent aujourd'hui. Et qui se révoltent très violemment parce qu'ils ont été oubliés depuis très très longtemps. Ça date pas de Macron, ça date certainement pas certainement, ça date de très longtemps. Ça date de quand? Peut-être une vingtaine d'années, quelque chose de cet ordre-là, qui fait que, vous savez, les choses, à force de s'entasser, ça aboutit ensuite à des révoltes insurrectionnelles, comme on a vécu depuis 15 jours.
samedi notamment en particulier, et oui, je peux entendre fortement leur révolte, absolument. Je pense qu'on a oublié une partie de la population dans les politiques publiques. Non seulement oubliés, mais ils ont été particulièrement brimés, voilà, particulièrement. Voilà. Et c'est le déclenchement, c'est les taxes sur l'essence, mais aujourd'hui ce n'est plus ça, c'est simplement le pouvoir d'achat. Avoir un peu plus d'argent pour vivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement réponde. Moi, je ne suis pas au gouvernement, c'est le gouvernement qui doit répondre. Mais il ne répond pas, là, que je sache aujourd'hui. Je n'ai pas trop regardé l'actualité. Mais il faut qu'il réponde rapidement, il faut que par des mesures fortes. Il faut qu'il réponde et peut-être ensuite, voilà, on rentre dans des négociations plus fortes sur certains aspects. Mais il faut qu'il y ait une réponse. S'il ne répond pas, ça va continuer, ça peut continuer. Est-ce que les demandes des Gilets jaunes sont compatibles avec la transition écologique? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais écoutez, on a l'ISF, on a quand même, on a exempté de l'impôt les gens les plus riches. Je crois qu'il y a des choses à voir de ce côté-là pour permettre aux populations les moins riches de pouvoir mieux vivre, simplement. On a des territoires vraiment en déshérence. Moi, ça fait très longtemps que je le constate quand on va dans les petites villes hors métropole, hors des grandes métropoles, les gens ont du mal à vivre, ça se voit à l'école, la journée, vous voyez des gens au chômage ou avec des temps partiels, imposés, c'est des petits salaires, c'est grave. Là, c'est une situation assez grave et je pense qu'il faut la prendre en compte. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des années qui ont passé, c'est une espèce de rancœur qui s'est accumulée depuis très longtemps et là, c'est trop. Et dans ce mouvement, vous y voyez une absence de politisation ou... Pour moi, tout est politique. Hein. Ça dépend ce que vous appelez politique. Je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est politique. En fait, ce qu'on remarque, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils utilisent donc des moyens, effectivement, assez violents qu'on ne peut que dénoncer. Mais oui, ils font de la politique. Ils disent occupez-nous de nous. Occupez-vous de nous. Donnez-nous quelque chose. On est dans une situation difficile. C'est ça la politique. C'est la gestion de la cité. Et comprenez-vous cette violence qui se... Alors, je la comprends pas dans le sens où je la dénonce même. Je trouve que ça va beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. C'est un peu c'est une situation insurrectionnelle, je trouve. Mais le désespoir pousse à des situations gravissimes. Alors on voit Paris, mais il n'y a pas que Paris, c'est passé des choses dans plein de villes, de régions, dans les territoires. Petites, moyennes, grandes villes, villages, voilà, il s'est passé des choses très graves, des voitures incendiées, la préfecture du Puy incendiée, c'est très grave. Bien évidemment que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, bien évidemment, mais je crois que le désespoir est à son comble. Il s'est passé quelque chose ici, là, dans notre région? En termes de région? Oui. En Occitanie? Oui, l'autoroute a été... Je crois qu'il y a des faits violents, oui, ça en est passé dans pas mal d'endroits en Occitanie, oui. L'autoroute a été bloquée, enfin je ne sais plus, vous le savez. Il y a des petits villages où vous aviez des gens, des gilets jaunes au rond-point. C'est d'ailleurs étonnant de voir les ronds-points utilisés. Vous n'avez pas cette utilisation-là des ronds-points, utilisés par des gens en révolte, oui, y compris dans des toutes petites villes. C'était étonnant de voir que Quissac était, je dis Quissac parce que c'est ce que je connais le plus près, mais il y en a eu bien d'autres, Hérépian, dans l'Hérault, oui, les gens étaient en révolte, fortement, et de façon aimable d'ailleurs, hein. Les exactions n'ont pas toujours été là, mais en même temps très revendicatifs et très exigeants. Les gens, vous savez, les gens savent lire, ils savent écrire, savent raisonner, il y a la télé, ils comprennent, ils regardent leur porte-monnaie et ils s'aperçoivent que la vie est de plus en plus difficile pour eux. Les services publics ont disparu, disparaissent. Et c'est des vraies questions. Que fait-on dans les villages? Comment faire vivre une population dans les villages? Voilà. Et le gouvernement a une tâche très lourde et beaucoup de responsabilités là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement? Je conseille de répondre d'abord, de répondre clairement et rapidement par des mesures. Et peut-être il y a certaines réponses immédiates à donner et peut-être d'autres réponses à travailler
à mieux travailler. On parle d'un éloignement des citoyens et des partis politiques. Oui, c'est clair. Vous en rendez compte? Oui, les gilets jaunes, c'est clair. Mais c'est une forme de citoyenneté, hein, c'est s'occuper de ses affaires. Les citoyens se réveillent et s'occupent de leurs affaires. Alors à leur façon, on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire, loin de là, mais ils s'en occupent. Oui. C'est une forme de citoyenneté en dehors des partis, en dehors des clous habituels. Ça interpelle. Le PS n'est pas tellement impliqué là-dedans. Enfin, on ne le voit pas parler. Pas plus il a l'air un peu désorienté. Le Parti socialiste, comme d'autres partis, hein, ont des réponses, hein, mais ce n'est pas eux à apporter les réponses, c'est ceux qui gouvernent qui doivent apporter des réponses, là, aujourd'hui. Et l'errance partisane n'est-elle pas aussi une conséquence la course au mandat je ne sais pas, vous, par exemple, vous avez été au départ candidate verte, moi, ensuite vous êtes élu PS. Je regrette. On a vu tous ces gens qui sont allés qui étaient PS et qui sont partis à LRM, ou ces gens voilà, il y a aussi ce côté course partisane. Je crois qu'on paye aussi des réformes qui n'ont pas eu lieu sous le gouvernement Hollande, et peut-être avant aussi. Il y a des Quel réformes, genre de réforme? sur les mandats, sur la gouvernance du pays. À un moment donné, il y avait 2 réformes qu'il devait faire, qui étaient la gouvernance et le cumul des mandats. Et là, il fallait y aller, mais bon, très compliqué. Il fallait se heurter à son propre parti, c'était très compliqué. Et puis, la question des finances, on devait avoir une grande réforme des finances publiques qui n'a pas eu lieu non plus. Et la proportionnelle, vous ne croyez pas que c'est quelque chose? La proportionnelle est une question, je suis bien d'accord. La proportionnelle est une vraie question. Mais ça ne date pas que de Hollande, hein. Ça fait longtemps tout ça. Hein. Ça fait 30 ans qu'on parle de mettre de la proportionnelle et il aucun gouvernement il en faudra. Bah, tout le monde a peur. On n'a pas cette culture en France, on est dans un pays très jacobin et ça fait peur la proportionnelle parce qu'à un moment donné, la proportionnelle c'est la culture du compromis sur les idées. C'est la culture de trouver des majorités en négociant à un moment donné sur certains votes. Et cette culture-là, on ne l'a pas en France. On est un pays très pyramidal. Il faudra l'acquérir. Êtes-vous une professionnelle de la politique? Non. Ah, ça fait quand même 14 ans que vous êtes élue. Oh bah écoutez, oui, je suis élue. Mais si je peux me permettre. Alors, si on peut parler professionnel, je fais de la politique depuis ma tendre enfance, presque. Vraiment, c'est... J'étais déléguée de classe, je ne sais plus, ça monte à très loin, mon implication dans ce qui est la chose publique. Alors après, oui, c'est mon 3e mandat, alors là, c'est le hasard qui a fait le 3e mandat. Mais je suis très fière que Carole Delga ait souhaité que je sois sur sa liste pour porter l'économie sociale et solidaire. C'est un monde de l'économie que je soutiens très fortement, c'est une économie des territoires. D'ailleurs, c'est une des réponses qu'on peut apporter aux gilets jaunes qui en ont besoin d'autres, à mon avis, plus importantes encore plus. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est mon cheval de bataille depuis très longtemps. On va y revenir là. Je termine la séquence politique. Donc en 2017, vous livriez dans nos colonnes un portrait de Georges Frêche. En 2017 ? En 2017, oui. Vous parlez de Georges Frêche dans le journal et vous disiez j'ai été avec lui en 2004. Oui. On a vraiment tracé une nouvelle région. Oui. Ouvrez les guillemets. Hein, voilà, c'est un homme visionnaire. Il pensait à long terme, à l'avenir de Montpellier, nanana. Et j'ai parfois même souffert un petit peu de son caractère excessif, mais le résultat était là. Ouais. Vous êtes un peu d'accord avec votre ex-collègue Anne-Yvonne Ledin qu'on a interviewé il y a 15 jours, 3 semaines, qu'il manque à la démocratie française? C'est ce qu'elle nous a déclaré. Ça, voilà, c'est autre chose. En tous les cas, moi, j'ai bossé avec Georges Frêche sur 2 mandats. Quelqu'un que je connaissais quand même par ailleurs, puisqu'il était maire de Montpellier. Je ne pouvais pas ne pas le connaître fortement. Et j'ai bien bossé. C'était difficile. C'est un homme qui avait du caractère. On pouvait avoir des gros désaccords. En tous les cas, moi, j'en ai eu. Il m'a toujours respecté. Il m'a toujours respecté dans mes choix, il m'a toujours soutenu dans ce que je faisais, il n'y croyait pas beaucoup, mais il y a eu parfois des moments où il m'a félicité effectivement des résultats obtenus. Je pense que voilà, c'était une bonne chose. Maintenant, l'homme, voilà, c'était quelqu'un de difficile et de compliqué, mais tellement visionnaire. Franchement, on avait envie avec lui d'aller loin. Hein. Et on pouvait passer sur le caractère compliqué et difficile. Voilà. Mais ça, c'est les grandes personnes qui sont comme ça, hommes ou femmes d'ailleurs. Donc vous l'avez suivi, puis ensuite vous êtes rentré au PS, vous avez quitté les Verts et vous êtes rentré au PS. Ouais, je suis restée sans parti quelque temps.
un peu orpheline quand même des Verts, parce que enfin, politiquement, c'est toujours, je me sens toujours, je ne sais pas si on peut dire verte, dans l'âme. Je suis très écolo dans ma vie quotidienne, dans ma façon de voir les choses, y compris dans la gouvernance de parti. Je suis un peu orpheline de ça. Je suis rentrée au Parti Socialiste quelques temps après avoir quitté les Verts, parce que je ne pouvais pas ne pas être dans un parti. Pour moi, c'était impossible de rester sans parti. Vous êtes rentré au Parti Socialiste quand Frêche a été exclu du Parti Socialiste. Oui. Ouais. Et en 2012, vous avez, pas incompatible, vous avez apporté votre parrainage à Philippe Poutou. Non, pas du tout. Ah bon, j'ai de mauvaises informations. Ah oui, vous avez des non, pas du tout. D'accord. Non, absolument. Jamais. Enfin, je renie pas Poutou, mais j'ai jamais apporté mon parrainage à Poutou, jamais. Non, pas du tout. Bon. Donc, économie sociale et solidaire. Est-ce que ça fonctionne bien en Occitanie? Oui, très bien. Ça fonctionne. C'est d'ailleurs une région un peu modèle en France, au niveau du pays, sur le SS. On a développé des politiques intéressantes vis-à-vis des entreprises et l'accompagnement de ces entreprises. C'est une économie qui émane des territoires, c'est-à-dire que c'est une économie, selon les territoires, elle est diverse, parce qu'elle émane des besoins du territoire. Voilà. Donc, je sais pas, exemple, fabriquer des espadrilles, c'est à Perpignan que ça se fait. Les meilleures espadrilles se font à Perpignan, selon un statut de coopérative, et c'est là qu'on les fait, et c'est là qu'on les produit, et c'est là qu'on les vend surtout. Donc c'est des emplois. Et fabriquer des espadrilles à Montpellier ou à Nîmes, je ne pense pas que ce soit la même façon, la même culture, parce que c'est souvent des familles entières qui travaillent là depuis plusieurs générations, c'est des cultures de cet ordre-là. Voilà, c'est ça l'économie sociale et solidaire. Il y a besoin aussi à tel endroit d'une crèche, à tel autre endroit, il n'y a pas besoin, le même besoin n'est pas le même. Ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Parce que, bon, ça représente aujourd'hui 6% du PIB de l'Occitanie, 12% des emplois. 12,1% des emplois. Avec des pics, par exemple, comme en Lozère, ça représente 25% des emplois en Lozère. Oui, ouais. Donc, ça veut dire qu'un département comme la Lozère, c'est un département très solidaire. Je ne dirais pas que c'est un département très solidaire, certainement, dans la philosophie des choses. Économie sociale et solidaire, signifie que c'est une économie qui s'appuie sur les entreprises et sur les associations qui sont aussi des entreprises. Aujourd'hui, une association, un statut associatif, une entreprise qui a un statut associatif, est une entreprise. Voilà. Et la solidarité, elle s'exerce à travers le prisme de l'association. Et vous avez des associations qui emploient 2-3 000 personnes à un statut associatif. Et souvent, on le retrouve dans tout ce qui est le sanitaire et social. Voilà. Est-ce qu'il y a des grands événements autour de l'économie sociale et solidaire en Occitanie? Oui, nous avons une convention. Alors, Coventis, on a une convention d'affaires que nous avons fait. Alors là, c'est la partie XLR. On le fait désormais aussi à Toulouse, puisque là, le territoire, il s'agit dans ce mandat de créer le territoire d'Occitanie. Coventis, c'est une convention d'affaires en économie sociale et solidaire. On réunit en un lieu les entreprises, les têtes de réseau de l'ESS. On leur demande de faire des affaires, de se rencontrer et de tisser des liens. Qui fabrique de l'huile d'olive, qui va la livrer par un système de voiture électrique. Voilà, c'est là-dessus qu'on veut travailler et toujours en lien avec le territoire. Parce que l'huile d'olive, elle ne se fabrique pas ailleurs qu'en Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous citer, là, à Montpellier, bon, on est à Montpellier, mais peut-être un peu dans l'Hérault ou en Occitanie, 4-5 entreprises importantes qui sont dans cette économie? Alors, vous avez tout ce qui est autour du sanitaire et social. Vous avez les coopératives aussi, plusieurs sociétés coopératives, plusieurs scopes. Alors, vous en avez... ça me vient pas. Mais vous en avez plusieurs. C'est l'Union régionale des scopes, l'Union régionale d'Occitanie des scopes. Donc, les deux grandes unions régionales se sont réunies en une seule. Et elles gèrent à peu près... sur l'Occitanie, il doit y avoir 280-300 scopes. D'accord. Voilà, coopératives qui travaillent autour, vous en avez dans le maritime, vous en avez dans l'imprimerie, vous en avez dans des consultants aussi qui sont installés en coopérative. On a une pépinière aussi à Montpellier, qui est la pépinière réaliste, dont je vous avais parlé quand vous êtes venu au plan ESS. Il faudrait que vous veniez la visiter si un jour vous avez le temps. C'est une pépinière dédiée à l'économie sociale et solidaire.
Voilà. Et elle héberge donc un certain nombre d'entreprises, de futures entreprises, qui vont à un moment donné aller s'établir sur le territoire. Pour arriver, vous avez par exemple l'effet spécial. Cette L'effet pépinière spécial, et tout elle est à Montpellier, sur le territoire, pas loin de Léonard de Vinci, vers la D'accord. Mosson, D'accord. à côté des archives départementales. Vous voyez le grand Oui, très bien, bâtiment, très bien. mais un peu sur la colline, vous verrez, elle est toute neuve, c'est un immense bâtiment, il y a marqué Réalis en gros. Ah oui, oui, j'ai vu ce bâtiment. Ben voilà, c'est là. Ah, ça, c'est une pépinière C'est une de... pépinière dédiée à l'économie sociale et solidaire. D'accord. Et qui héberge en son sein des entreprises, des futures entreprises. Pendant 3 ans, on les suit, on les aide à monter leur projet à partir d'une idée. Et donc on fait des financements croisés parce qu'il y a des dispositifs d'économie sociale, des dispositifs financiers solidaires qui peuvent les aider à construire leur projet. Alors vous avez l'effet spécial, par exemple, qui a participé, je ne sais pas, vous avez été voir Dilili in Paris? Voilà, c'est un film qui vient de sortir de Michel Orselot. C'est un film d'animation. Je vous conseille d'aller le voir. C'est un très beau film d'animation qui, pour partie, a été dessiné par l'effet spécial. Et qui est une coopérative aussi. Coopérative, gouvernance partagée. Hein. C'est de l'économie sociale et solidaire. La gouvernance partagée. Vous savez, le monde de l'entreprise aujourd'hui est assez bouleversé. On rencontre de plus en plus des gens, des jeunes entrepreneurs qui veulent pas faire du fric pour faire du fric. Ils veulent donner du sens à leur travail, donner du sens à leur implication dans la société et recherchent des valeurs. Et le statut coopératif correspond très souvent, pour beaucoup, à des valeurs retrouvées, à du sens. Et moi je reçois régulièrement des jeunes entrepreneurs là-dessus, qui me demandent qu'est-ce que la région. Donc, nous, on oriente vers eux, puis après, ensuite, on a des dispositifs financiers pour les aider. Mais le statut de SCOP est un statut fort ancien, mais qui revient au goût du jour. Et vous avez des SCOP. Savez-vous, par exemple, que chaque déjeuner est une SCOP? Chaque déjeuner, oui. C'est une SCOP. On a tendance à ne pas le savoir, parce que chaque déjeuner, beaucoup de personnes ont des tickets restaurants chaque déjeuner. C'est une SCOP de plusieurs milliers de salariés, d'ailleurs, coopérateurs. Voilà, donc on va terminer par les 2 dernières questions. Donc la première sur la politique locale. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? C'est la question langue de paye. Hein. Est-ce que vous avez des ambitions? Elle est gentille, hein, je n'ai pas tellement langue de paye. Est-ce que vous avez des ambitions politiques locales? Moi, mon ambition, c'est d'être au service des citoyens. Alors, c'est ça, pour moi, c'est ça la politique. Et votre regard sur le maire de Montpellier? Le maire de Montpellier, voilà. Ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Il faudrait qu'il se passe plus de choses à Montpellier, dans le sens, voilà, que ce serait bien que cette ligne 5 de tramway se construise, pour la métropole aussi, pas que Montpellier, la métropole aussi, parce qu'on n'est plus à Montpellier aujourd'hui, on est dans une grande métropole qui a besoin d'avoir une équipe dynamique et visionnaire surtout. On doit développer ce grand territoire métropolitain. Peut-être que ça va se faire un jour, mais c'est dommage que ce ne se soit pas fait sur ce mandat, en tous les cas. Est-ce que vous étiez à l'inauguration de samedi Non, je ne peux plus y aller. De nouvelle halle? Non. Non. J'y étais pas. Mais bon, voilà, c'est bien qu'il y ait des halles à Montpellier. C'est pas, je vous rappelle que j'habite pas à Montpellier, même si j'y ai beaucoup vous avez vécu. dans la métropole. Mais je suis dans la métropole, absolument. Et je suis très attentive à la métropole, à la qualité de vie qu'on peut y avoir, à la qualité des déplacements qu'on peut y avoir. Et Montpellier en fait partie. Montpellier, c'est une pièce maîtresse de la métropole. Est-ce que vous avez donc des ambitions politiques dans des villages ou... Être au service des citoyens. C'est ça la politique pour moi. Donc après, ça se traduit soit par de l'associatif, soit par des élections, mais tout n'est pas... Vous voyez la remise en question par les gilets jaunes de tout ce qui est processus électoral, c'est remettre en question, hein, c'est compliqué. Hein. Donc on peut peut-être faire de la politique différemment. On est dans un pays démocratique. On va terminer par la question chapeau. S'il vous plaît. Ne vous trompez pas. Voilà. La majorité hétéroclite du Conseil régional résiste à l'actualité. Votre regard? D'abord, ce n'est pas une majorité hétéroclite, c'est une majorité de gauche. Composite, je dirais. Ah, composite. Ouais, je préfère.
Voilà. D'accord. Composite, faire de différentes sensibilités de différents partis. Et je trouve qu'elle résiste plutôt bien à tout. Et que ce conseil régional, sous la houlette de notre présidente Delga, fonctionne bien. Voilà, que nos politiques sont... Nous avons une politique régionale intéressante, je trouve, au service des citoyens. Et que la majorité régionale voilà, se conduit tout à fait logiquement, comme on doit se conduire dans ce cas-là. Oui, oui. Mais je dirais composite, ça me plaît mieux. Très bien. Et je vous remercie. Merci à vous.